Je vais m'endormir en cette nuit, le 6 mars 2017. Il est bientôt 2 heures du matin et j'ai descendu la couette et je l'ai mise en place. Cela signifie que je vais, je vais sûrement m'étendre et m'endormir. Je ne sais pas à quelle heure, mais je vais m'endormir. Cette petite chose, j'aurais pu en faire un autre épisode dans ce que j'avais fait sur la nuit, des mots au milieu de la nuit. Hier, j'ai entendu parler d'un mot, d'une phrase, habiter la nuit. Et c'est le titre que je voudrais donner à mes paroles qui, mes paroles qui ont été dites dans la nuit. C'est chaque fois que je descends la couette, de l'endroit un peu en hauteur, pour l'étendre sur le lit, j'ai toujours peur de faire chuter un petit papier que j'avais punaisé et qui parlait d'une visite que je voulais faire sur le site du parking de l'Arsenal, la cité universitaire de l'Arsenal, donc à Toulouse. Et je me rappelle, il y avait eu donc un chantier de fouilles archéologiques, des fouilles un peu, les fouilles un peu de sauvegarde, un peu pas des fouilles qui ont duré des années, mais quelques temps. Mais le chantier, malgré tout, il n'y a pas eu les travaux de suite. Et le chantier est resté tel quel. Évidemment, on n'a rien trouvé d'extraordinaire. Et donc, ça a permis à des tas d'arbres de pousser. Et j'avais été interpellé par ces plantes qui poussaient sur un sol qui date, c'est pas un sol qui date de quelques centaines d'années, et que c'était intéressant de voir cela. Évidemment, j'ai oublié, c'était des feuilles, mais j'ai oublié le nom de cet arbre qui était présent en nombre. Et il y en avait qui étaient déjà, qui avaient pris le rosaise. Il y avait une certaine, on voyait que ça montait vite et que si on avait laissé, euh, les choses telles quelles, ça aurait pu devenir un petit espace arboré. Et donc l'intérêt, c'était de voir ce sol ancien qui a été mis au jour et qui normalement a permis de donner la vie. Il n'était pas stérile, mais il était dérobé. Et une fois exposé, il a servi de, de terre d'accueil pour des plantes qui peut-être étaient dans le sol ou peut-être qui se sont posées là dans un mouvement d'expansion de tout ce qui est de plus naturel. On dit toujours la nature a horreur du vide. Et je parle de cela parce que j'aurais en fait vu ce qui s'est passé après, vu les problèmes qu'a connu ce chantier. Ça aurait été peut-être plus intéressant de laisser ces arbres vivre quelques temps, puisque le chantier n'est toujours pas fini. Il me reste ce petit papier punisé et qui témoigne de ce temps. Donc ça date de quelques années, peut-être 4 ou 5 ans déjà. Et donc ces arbres ont été réduits au silence.
et tout ça a disparu, mais le chantier n'est toujours pas terminé. Cette nouvelle école d'économie qui devait voir le jour est toujours en chantier. Comme quoi, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, ils ont tué ces arbres, ces jeunes arbres, et peut-être que c'est cela qui paye aujourd'hui. En tout cas, donc, dans cette histoire de s'endormir, on parle du sommeil comme la petite mort, mais finalement, ce n'est pas cela, on s'en fiche, ce n'est pas important qu'on meure pendant notre sommeil, qu'on ne meure pas, ou que ça ressemble à la mort. Et ce n'est pas la mort, puisque on vit pendant le sommeil. À quel moment cela se produit, je ne sais pas, on parle de sommeil de telle ou telle nature. Je ne veux pas le savoir. En tout cas, à un moment donné, il y a des choses dont on se souvient et qui nous arrivent pendant notre endormissement, notre temps d'endormissement. Et ces choses-là sont quelquefois très intéressantes, mais frustrantes. Intéressantes parce elles ne sont pas tout à fait, elles ne sont pas tout à fait des souvenirs, elles ne sont pas tout à fait des reconstructions de quelque chose qui a eu lieu, ce sont plutôt euh, des, des nouvelles combinaisons des choses qui ont eu lieu. Euh, il y a quelqu'un, mais il se trouve dans une position dans laquelle on n'avait jamais vu. En fait, il, est, il y a comme si on refaisait le film, mais c'est avec les mêmes personnages, mais en faisait quelque chose d'un peu à part. Mais c'est le problème est que on ne choisit pas évidemment de quoi on va rêver, on ne connaît pas la durée du rêve, etc. Mais il y a des choses qui ne sont pas tout à fait agréables, ne serait-ce que de vivre en rêve. Et donc il y a un problème, comment en fait, euh, comment en fait vivre ce moment sans en souffrir finalement. Et il y a sûrement de notre part une incapacité à dominer nos rêves. Et donc le truc que je voulais dire, c'est que dans cet acte de se mettre au lit et de se laisser aller au sommeil, cet acte nous le partageons avec beaucoup de gens. Souvent, à ce moment-là, il y a comme un petit retour sur ce qu'on a fait dans la journée, et souvent il y a un petit bilan qu'on fait, le bon et le moins bon, etc. Donc, il y a des gens qui passent la nuit à côté de quelqu'un, il y en a qui la passent seule. Évidemment, on a toujours les jugements classiques, mais quelle est la situation la plus... Souvent, des gens dorment côte à côte, ils sont contraints de le faire, ils n'ont plus aucun plaisir à le faire, ils le font. Et nous n'avons plus cette histoire qui arrivait à l'ancienne génération, qui faisait lit à part, lit séparé. Euh, on n'a plus ces lits séparés et ça paraît un peu inconvenant de notre temps. Peut-être qu'à un âge très avancé, cela peut se comprendre, mais pour un âge début de la vieillesse, ça peut paraître un peu, ça peut donner quelques, laisser à penser que, etc. Donc peut-être que les gens ne se supportent plus, mais qu'ils continuent de faire chambre commune ou lit commun. Alors les gens qui dorment seuls, comment doit-on les juger? Mon cas est-il à plaindre ou je suis plutôt dans une autre version de la réalité qui
qui est aussi légitime qu'une autre. On peut aussi être accompagné par soi-même, on n'a pas besoin obligatoirement de quelqu'un d'autre, qu'on finirait par détester, par ne plus supporter. Au moins avec soi-même, on arrive à se supporter en gré malgré. Et voilà, la question se pose. Et donc, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que je finis, je vais m'endormir. D'ailleurs, ma voix, je suis obligé de baisser la voix parce qu'il y a des voisins, mais aussi parce que j'ai déjà entamé, j'ai déjà pris cette voie de l'endormissement qui annonce l'endormissement. Une voix un peu avec une vibration et un vibrato un peu particulier. Et puis, je dirais, comment ça s'appelle, oui, c'est marrant que mes premiers mots de la journée soient en fait les derniers. C'est toujours quelque chose qui continue d'exister. Je suis toujours aussi peu parlant, aussi peu communicant. Et en ce jour, je n'ai pas pris la parole devant la caméra, donc c'est vraiment les premiers et les derniers mots. Et je vais m'endormir. Ce que je voulais en fait un peu développer, mais rapidement, c'était l'idée que on parle beaucoup de souffrance, on parle beaucoup d'enfer, on parle d'enfer ici-bas, etc., etc. Et puis on peut être atteint on peut avoir des problèmes matériels, on peut être atteint d'infirmité, on peut être dans une situation physique détériorée, mais il y a la tête, il y a l'esprit qui fait que il y a souvent, c'est une source de c'est une source de rappel douloureux, mais ça fonctionne au bout d'un moment comme si c'était pas si grave que cela. En fait, ça devient la réalité. Les choses qui pouvaient nous mettre dans des états assez forts, assez extrêmes, quand on doit faire face à un sentiment d'échec ou de culpabilité ou à un regret ou quelque chose, les choses comme ça qui, qui, qui nous mettaient dans des états seconds finissent par devenir par créer peu de réactions. Ce qui est à souligner dans cette histoire, c'est que le temps, nous passons la majeure partie du temps à passer d'une scène à une autre. Il suffit d'un petit stimulus et puis on passe à une scène dans laquelle on est mis en difficulté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à une personne à laquelle j'ai donc pensé? Des fois, il suffit d'un mot, il suffit d'un air, il suffit d'une parole d'une chanson, il suffit de les moyens ou les processus en jeu, en tout cas sans ce qui intervient dans cette remémoration, ce qui intervient est très divers. Il n'y a pas de ligne propre, il n'y a pas de logique claire. Ça saute, ça vient, ça va, ça vient, et puis ça ne revient pas pendant un moment. Et là, je ne sais pas, j'ai pensé à quelqu'un et c'est bientôt, il dira bientôt 20 ans. Non. Oui, c'est une personne en fait avec laquelle j'aurais pu peut-être passer une partie de ma vie.
Et cette opportunité m'a été donnée il y aura bientôt 20 ans. Et donc, j'étais en train de penser, je voulais parler de cette personne. Euh, et de, deux versants, que peut-être il y en a plus, mais en tout cas deux versants. C'est comme ça qu'on fonctionne, toujours en dualité. Et, et non pas en trinité ou en quaternité, on est juste comme ça. Et voilà, on, il y a des flashbacks comme ça permanents et on se pose la question. Il n'y a pas de réponse. Et puis, il suffit que je pense à cette personne, puis je pense à une autre. Et ce sont des questions, ce sont même des procès qu'on se fait à soi-même, et c'est des procès ouverts en permanence. Il n'y a pas juste quelques, comme pour le processus judiciaire, en fait, on a par palier, on va d'une institution, d'une juridiction à une autre, et puis pour arriver jusqu'à l'ultime juridiction qui va, elle, va trancher de façon définitive. Là, il n'y a pas, il y a des appels, des rappels, et des rappels, et des rappels, et des rappels, et des rappels, on fait appel, et ça ne s'arrête jamais. C'est, évidemment, la seule chose qui varie, c'est que ça peut, c'est qu'il y a du temps. Le temps peut passer entre un souvenir comme ça difficile et puis, entre la première fois ou la fois où il réapparaît et la prochaine fois où il va de nouveau se manifester. En fait, mais cela n'est pas tellement, n'est pas tellement à souligner tant que à approfondir tant que en fait le problème est que il y a un enchaînement de situations. Il s'agit d'un traumatisme, il s'agit d'une situation de lâcheté, une situation dans laquelle on a été agressé sans qu'on ait pu se défendre. Il s'agit d'une situation de regret parce qu'on n'a pas fait face aux sentiments de quelqu'un. Il y a des gens qui étaient animés d'une bonne volonté, qui avaient envie envie de nous faire plaisir et puis on n'a pas été on a déçu, on n'a pas manifesté autant d'enthousiasme qu'elle, et puis on a agi de façon inconséquente, incohérente, etc., etc. Et ainsi de suite. Ça peut être, les choses peuvent arriver comme ça sans avertissement, ça peut être le matin en se réveillant, et puis ça part comme ça. Ça peut ça peut arriver de façon très dense, ou mineure, il y a énormément de choses qui se manifestent, et puis ça peut comme ça un peu ça peut comme ça un peu se disparaître et se résorber pour revenir. Ce qu'il y a quand même à remarquer, c'est que l'effet produit n'est pas un effet spectaculaire. C'est une, ça vous détruit, mais de façon continue et silencieuse. Vous n'avez pas de ces grands mots, vous n'avez pas de ces grands, comment dire, euh, vous ne tombez pas dans un excès quelconque, vous n'êtes pas en dépression, vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas. C'est que vous êtes, puisque finalement il y a faute, il y a des fautes, il y a besoin d'un sévice, il y a besoin d'une punition. Et donc, comment on se punit comme d'une certaine façon quand le sentiment de la faute est un peu atténué. Mais malgré tout, il y a faute. Donc il faut se punir et continuellement, il faut se punir. C'est aussi
un peu l'effet quand on s'habitue à la punition. Elle n'agit plus comme quelqu'un qui est torturé, mais qui finalement finit, s'il ne meurt pas, s'il a toujours la capacité de supporter, ben, s'il est toujours en vie pour pouvoir être torturé, il va supporter. Il va supporter. Donc on supporte, on devient, ça ne fait plus autant d'écho en nous qu'auparavant. Et donc il y a, c'est une situation, j'étais parti de l'idée que ça c'était encore très agissant. Maintenant je, je rectifie et je relativise, comme on dit. Il y a ce qu'on gagne dans cette affaire, c'est que ça nous permet de continuer de faire semblant. Parce il y a là quelque chose qui s'appelle le temps passé. Et cette chose, nous ne pouvons rien faire contre. Nous pouvons constater. Ce qui nous arrange aussi, c'est que les gens, on ne peut pas les regretter de façon absolue parce que on a pris connaissance un peu de ce qui nous dérange chez eux, des choses qui nous dérangent. Et en fait, comme on connaît un peu les processus en jeu quand on est attaché à quelqu'un, il y a une perte de contrôle. Et souvent, il y a un rapport qui n'est pas un rapport rationnel, un rapport contrôlé. Et donc, on est dans un rapport qui est déséquilibré. On adore la personne alors qu'on sait fondamentalement qu'elle ne mérite pas, qu'elle est quelconque. Et on la rend extraordinaire et tout. Il y a dans l'attachement quelque chose qui n'est pas, qui est de l'ordre du mensonge qu'on se fait à soi-même. Donc on sait que, d'ailleurs la question se pose, pourquoi avons-nous tant besoin d'une personne? Pourquoi nous mettons tant de nos espoirs dans une rencontre? Avec notre organisation sociale qui veut que deux personnes euh, se, se promettent l'une à l'autre et doivent passer le maximum de leur vie ensemble, doivent passer le maximum de leur temps ensemble, cela est une contrainte, cela n'est pas un plaisir, n'est pas s'il y a plaisir, ça finit par s'effriter. Et donc, les gens qu'on met en avant, qu'on voudrait idéaliser, qu'on voudrait continuer d'aimer, avec le temps, bien sûr, on utilise un peu on prend de la distance malgré tout. Ce qui reste dans cette histoire, que c'est le vide. Le vide, quand il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Et donc il y a le vide. Et ce qui est en fait, ce qui aussi pose problème, qui découle de ce que je viens de dire, c'est que souvent, la rencontre oblige à faire des bifurcations, à changer de trajectoire. Seulement, des fois, il y a des changements que peut-être on aurait été amené à regretter. L'histoire à laquelle je pense, c'est quelqu'un qui est parti accompagner la personne avec laquelle il vivait très loin. Donc il s'est coupé de son environnement pour aller rejoindre, pour aller vivre. C'est l'autre qui a choisi le lieu de résidence. Et d'une certaine façon, il y a des lieux qui sont faits pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et dans ce compagnonnage qui dure des années, des années, cela peut vraiment être la source de désagréments sans nombre. Donc on se pose la question, alors dormir seul, avec comment dire,
avec cette dépréciation qu'on a par rapport à la solitude, cette chose euh, qu'on n'aime pas et qu'on déteste et contre laquelle on fait appel à des tas de chansonniers, à des tas de toutes ces béquilles qu'on trouve chez les uns et les autres. Non, ce n'est pas si monstrueux que ça, non. C'est pas. C'est comme avoir à disposition pour tout moyen d'exploration et d'apprentissage, etc., qu'un livre euh, très obscur, très difficile, un livre rébarbatif, un livre. Mais dans. Ça peut être, je ne sais pas, moi, un livre qui m'aurait. C'était, j'avais comme idée de lire Critique de la raison pure et évidemment, étant de livre, j'ai été rebuté par ce livre et je ne pouvais pas le lire. Et voilà un peu la solitude, c'est d'imaginer que c'est quelque chose qui ne peut pas être vécu et qui ne peut être que source de désagrément. Non. Euh, Faire, si on n'a que cet horizon-là à la solitude, ben, si on n'a que le livre de Kant, ben, on va lire le livre de Kant. Et peu à peu, on va commencer à, à se familiariser avec, à comprendre un peu, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. La solitude, c'est cela aussi. Donc, la solitude, on est quand même dans le monde, on voit se succéder les saisons, et puis on communique avec soi-même continuellement. Nous avons des échanges avec nous-mêmes sans arrêt. Donc on n'est pas seul parce on se parle tout le temps et on parle à ces fantômes, aux gens qu'on a connus il n'y a pas, c'est peut-être de la solitude, mais c'est tout sauf le silence. À l'intérieur de ce qu'on appelle cerveau, il se passe des choses. Il y a des scènes jouées, rejouées, il y a des, des fragments de choses, puis il y a des choses plus conséquentes, il y a de la vie, ça bouge, et euh, ça parle de ça, et de ça pense à ça, c'est vivant. Donc on n'est pas mort quand on est seul parce qu'on a notre cerveau qui est toujours, plein de choses à nous raconter, plein de, de possibilités, de, de possibilités d'évasion, de possibilités de possibilité de s'extraire de son environnement immédiat et de sa condition. Pour peu qu'on veuille un peu, il faut aussi accepter de faire un peu d'effort, peut-être, ouais, un peu demander un peu à son cerveau d'être un peu plus dans l'originalité et moins dans la répétition peut-être. En tout cas, c'était juste pour parler de ce moment de basculement et ça m'a conduit un peu loin de mon idée de départ. Et ce matin, ça va basculer sur le lundi. Là, on est au mois de mars. Personne n'est en vacances. Ça va repartir. La grande roue va de nouveau se mettre en place. Les gens vont aller et venir. Et dans cette chose qui ressemble à un spectacle complètement ahurissant,
le spectacle de la vie en société. Les gens vont se mettre à courir, se mettre à comment dire, à se laisser avoir par toutes sortes d'émotions, par toutes sortes de réactions. Ça va être, ça va être le jour, ça va être le mouvement. Et donc, c'est ça, donc, s'endormir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imparable dans cette histoire. Mais bon, l'imparable, il y a, il y a dans cette histoire des choses qui se répètent, et et en fait, voilà, on arrive à une histoire, à cette chose qui fait que ce qui était insupportable devient commun, devient quelconque. Voilà, une vie, euh, cette, une vie qui est d'une certaine façon un peu à part, devient la vie, devient tout à fait normale, parce que c'est la seule qu'on connaisse, et puis voilà. Donc, euh, il y a des gens qui font des exercices pour essayer de se rappeler de leurs rêves, il y en a qui les notent même. Est-ce qu'il est possible de commander un rêve précis? En tout cas, vu que qu'il y a un côté sub, comment dire, un côté le fait qu'on subisse cette chose-là, plutôt qu'on l'accueille avec plaisir. Il y a un côté, un peu un refus de cette loi du genre qui fait qu'on doit, malgré tout, on doit accepter de s'arrêter. Souvent, on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on a encore des choses à faire, mais il faut s'arrêter, il faut s'absenter d'une certaine façon, cesser d'interagir comme on l'a fait tout au long de la journée. Et c'est que faut-il en penser? Pour ajouter un petit truc, souvent j'étais content de moi parce que je trouvais les rares fois où j'étais avec des gens et qu'après que j'avais une certaine facilité au moment de l'endormissement, que j'aimais bien parler. Et, bah, pas après l'amour, mais peut-être aussi après l'amour, mais il y a ce côté, non pas les confidences sur l'oreiller, mais je ne faisais pas de confidences, c'est juste, il y a la voix qui change, donc c'est encore cette voix qui change avant le sommeil, il y a un petit plaisir qu'on prend, parce qu'on prend, c'est pas qu'on prenne de la distance, c'est qu'il y a une variation dans la voix, une variation dans le rapport qu'on a aux choses, le récit qu'on fait. Et on n'est plus dans la séduction, on est dans quelque chose d'autre. Et on n'est pas, on n'est pas dans la recherche de l'appréciation de l'autre, c'est que on fait quelque chose avec cette voix un petit peu chantante, un peu peut-être, elle n'est pas du tout de la même texture que la voix du jour.
elle est un peu, pas nasillarde, mais elle est un peu du nez, elle est un peu fatiguée, un peu enrouée. Et c'est elle est cette petite voix, parce que même quand il n'y a pas de voisins, la nuit on ne parle pas fort. Et cette petite voix qu'on fait, euh, qui est aussi spécifique à ces moments. Et je dois quand même regretter de ne pas être, que l'occasion ne m'est pas donnée de nouveau d'être dans des situations où je suis celui qui parle, celui qui truc. Évidemment, l'idée, c'était souvent on aime que l'autre s'endorme avant nous, qu'il s'endorme dans nos bras, mais qui, d'une certaine façon, qu'il nous confie sa vie et sa sécurité, et que c'est une marque d'une confiance totale. Et aussi dans le sommeil, la plupart des gens euh, n'ont pas de réaction violente, n'ont pas de réaction particulière. Si on les dérange, peut-être il y en a qui sont, quand ils sont dérangés, ils deviennent un peu susceptibles, mais en général, on ne fait rien pour déranger l'autre, et puis il n'y a pas de. C'est pas encore c'est pas encore l'habitude, c'est souvent dans le, dans le début d'un processus relationnel et non pas au moment médian, au moment final, etc. C'est souvent au début que les choses sont intéressantes. Sont, l'autre fait attention à vous malgré tout et vous faites attention. Donc il n'y a pas ce risque de réaction disproportionnée. Il y a toujours un contrôle. L'autre contrôle sa réaction corporelle et autres, et vous aussi vous faites pareil. Et puis vous faites attention à l'autre. Vous avez un côté précautionneux, un côté attentif. Voilà, donc il y a cette parole, je n'ai pas voulu la faire dans la performance, ni dans quoi que ce soit, c'est une parole comme ça. D'ailleurs, toutes mes paroles, personne ne les écoute, on ne les écoute jamais jusqu'à la fin, donc je m'en fiche. Et ces paroles, je les fais pour moi-même, à certains moments, c'est pour moi-même. Si quelqu'un se retrouve dans quelques-uns de mes propos, je trouve ça bien. Autrement, j'invite chacun et chacune à faire de même, puisque c'est une manière, je ne sais pas, ça peut être, c'est le cahier de sa vie qu'on fait, je veux dire, à l'ère numérique. C'est comme ça qu'on consigne un peu ses états d'âme et c'est comme ça qu'on fait. Avant, il y avait d'autres moyens, il y avait d'autres possibilités. Maintenant, il y a cette possibilité-là, on l'utilise. Elle a un caractère propre et on essaie de travailler avec ce caractère, la facilité de diffusion, et on fait avec cela. Et voilà, donc si il n'y a pas toujours une volonté de témoigner d'une chose en particulier, il n'y a pas toujours un travail testamentaire dans ces paroles, ça peut être juste un moment qu'on extrait un peu du cours de ce qu'on fait, et puis on consacre à cela. Ce moment pendant lequel on parle, il est réservé à cet exercice et il n'est pas consacré, il n'est pas utilisé pour autre chose. Et souvent on a quelques petits problèmes par rapport à ce qu'on fait,
on ne s'en souvient pas, on n'a pas de traces. Ce qu'on a fait, c'était quelque chose de tout à fait ordinaire, répétitif, routinier. Et là, ça ne laisse pas de traces. Là, au moins, pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'ai fait quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. D'une certaine façon, il y a toujours des correspondances. Quand nous produisons des mots ou des discours, il y a toujours un air de famille entre les différents discours. Et donc, euh, mais ça va marquer un moment. C'est plus intéressant qu'une photo. On prend une photo, la photo est fixe. Elle permet de savoir des choses, elle permet de se projeter dans le moment, pris par l'appareil, mais une photo, ça ne parle pas. Il y a besoin d'entendre un peu un récit. Une photo, ça raconte des choses, mais pas de façon très étendue. On peut la faire parler longtemps si on veut, mais globalement, quand vous montrez une photo de vous en train de faire quelque chose, la personne à qui vous la montrez, elle la garde quelques secondes et puis elle s'en débarrasse. C'est donc la preuve que ça ne raconte pas de choses assez profondes. Et là, la parole, elle permet, puisqu'elle touche à des registres très différents. Donc elle permet comment dire, exploration des choses. Elle montre plus. À travers un mot que vous allez entendre, vous allez pouvoir, il va pouvoir faire écho en vous et correspondre à un de vos mots. Et ce mot est attaché à un épisode de vie. Et donc, vous l'appropriez de façon beaucoup plus personnelle et vous en faites quelque chose. Et donc, euh, l'idée est que tout le monde fasse ce type de travail. Et peu importe la forme, on peut le faire de nombreuses façons. On n'est pas obligé toujours de montrer sa tête, mais on peut faire une petite mise en scène, un petit quelque chose pour se distinguer de ce que font les autres. Et puis, mais donc il y a toujours un petit souci par rapport aussi à la survivance. Le numérique est aussi quelque chose qui va se périmer, nous trouvons des tablettes d'argile. Est-ce que nous allons trouver des archives numériques dans quelques siècles? Je ne sais pas. Quelques millénaires? Je ne sais pas. En tout cas, c'est même pas assuré que cela puisse survivre quelques dizaines d'années. Ce n'est même pas évident. Donc c'est malgré tout, c'est assez fragile comme mode comme technique finalement. Et donc il faut aussi prendre ça en compte. Ce qu'on confie au monde numérique est aussi très fragile, peut-être un peu plus fragile qu'une photo, parce qu'une photo elle a une matérialité, elle peut, je veux dire, on peut la conserver dans certaines conditions et ainsi en disposer très longtemps après. Et alors que le numérique, il a besoin d'un support, il a besoin d'une technique, toute une infrastructure pour pouvoir fonctionner. Et donc c'est limité dans le temps de l'exploitation est limité parfaitement et
donc logiquement très... mais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sauf catastrophe planétaire, euh, pendant 2 3 ans, il peut servir à apporter la parole des uns et des autres et à faire circuler ces paroles, qui est un moyen de relier des gens qu'a priori ne sont pas, euh, n'ont aucune chance de se rencontrer. Ainsi, permet, ça permet peut-être un plus grand maillage humain. Et voilà, je m'arrête là. Et je vois que je me suis un peu plus réveillé, mais là, je dépasserai le cadre un peu de ce que j'avais imaginé. Je sortirai un peu. Et là, il fallait garder le côté un peu fatigué. Là, je me suis réveillé. Et donc, c'est bien. Ça, ça deviendrait autre chose. Donc, j'arrête. Et puis, il y a toujours cette petite peur et de savoir qu'il faut s'arrêter à un moment. Donc, c'est un peu arbitraire. Et voilà. Donc, je suis aussi un peu déçu parce que je vois que certaines personnes sont venues sur ma chaîne et qui ne sont pas restées très longtemps, qu'il y a eu très peu de personnes ce week-end. En général, c'est le week-end qu'il y a du monde et très très peu de... Donc même, j'ai vraiment peu de succès. Et ça, c'était inévitable. C'est comme ça. Donc quand il y a des visites sur le compte, ça relance un peu la machine. J'avais des idées dont j'aurais pu parler hier, et finalement, j'ai laissé tomber, j'ai juste inscrit les titres sur des feuilles, et puis je ferai ça à un autre moment. Aïe, aïe.